Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord remercier donc Monsieur Decor et les comités France Parkinson d'Île-de-France de me faire confiance. Enfin, c'est la deuxième fois, je pense, dans ce contexte. C'est toujours un plaisir de parler devant vous. C'est aussi toujours très impressionnant parce qu'il faut dire les choses d'une manière efficace et essayer de donner de l'espoir, tout en étant, et c'est un enjeu important pour moi, dans la vérité en fait sur ce qu'on peut attendre des médicaments, parce que finalement l'usage, c'est vous qui avez la maladie de Parkinson qui l'avez, et c'est vous qui connaissez les effets positifs, les effets indésirables des traitements, et c'est vous qui attendez aussi les nouveautés thérapeutiques avec une très grande impatience. Alors, l'avantage quand on parle de la dopamine, c'est que c'est un grand classique finalement. C'est le cœur du traitement de la maladie de Parkinson, c'est le cœur du réacteur. On a souvent tendance, quand on parle d'innovation thérapeutique, de traitements qui vont modifier le cours évolutif de la maladie, à être très prudent sur ce qu'on peut en espérer. L'avantage avec la dopamine, c'est que même s'il y a des limites qui sont des limites évidentes, on peut être assez enthousiaste sur ce qu'elle a apporté. Et peut-être grâce à l'innovation et à la créativité de chercheurs, dont certains sont français, de ce qu'elle peut promettre encore comme avancée pour traiter les symptômes de la maladie de Parkinson. Vous allez me dire, c'est pas tout, on est bien d'accord, mais c'est quand même important, parce que ça permet, dans une certaine mesure, de vivre un peu mieux avec la maladie. Ça, c'est un premier élément. Alors, voilà, la question et le sujet était la dopamine dans tous ses états. C'est un sujet qui est très, très vaste. La dopamine, c'est la motricité et la maladie de Parkinson. C'est à travers ça que vous la connaissez. Mais c'est aussi une substance qui est impliquée dans plein d'autres contextes pathologiques, notamment en psychiatrie par exemple, notamment dans le domaine des addictions, dans le domaine du comportement. Et le choix que j'ai fait, parce que le temps est restreint et je suis sûr qu'il y aura plein de questions, il fallait garder du temps pour les questions, c'est de me concentrer sur la dopamine dans tous ses états, dans le contexte de la maladie de Parkinson, donc dans une logique qui est une logique thérapeutique, parce que c'est essentiellement ça qui vous intéresse. Alors, je vais organiser cette intervention en 3 parties. La première partie, c'est de vous faire un petit historique finalement de comment est-ce que la dopamine s'est imposée comme un acteur majeur de la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais en même temps, si on reprend l'histoire, il a fallu longtemps pour passer de la description de la maladie à l'idée que la dopamine pouvait jouer un rôle dans les mécanismes des symptômes moteurs d'une part, et pouvait également être un outil thérapeutique pertinent. Il y a quasiment un siècle pour arriver de la description de la maladie de Parkinson à la dopamine comme outil thérapeutique. Deuxième donnée, qui est une donnée importante, je pense, c'est que la manière dont les industriels vont chercher à positionner de nouveaux médicaments symptomatiques a eu un impact majeur sur la place de la dopamine dans le traitement de la maladie de Parkinson. Il y a eu en fait quelques années noires par rapport au traitement dopaminergique, et je voudrais revenir sur cette histoire-là parce que je pense qu'elle est importante et elle est riche en enseignements. Et puis la troisième partie, c'est la réinvention perpétuelle de la dopamine. C'est un traitement qui est un traitement clé, je l'ai déjà dit, et c'est un traitement dont les modalités d'administration, les formes galéniques disponibles ont tendance à croître pour le bénéfice des patients. Alors, je vais commencer par la partie historique. Ce qui est très intéressant finalement dans l'histoire de la dopamine en lien avec la maladie de Parkinson, c'est qu'en fait, il faut considérer 2 histoires en parallèle qui, au départ, ne sont pas convergentes. Il y a une première partie de l'histoire qui est comment est-ce qu'on a été amené à décrire la maladie de Parkinson. Et dans cette partie de l'histoire, pendant très longtemps, la dopamine, elle n'existe pas. Il y a d'autres traitements qui ont été positionnés, on va y revenir, mais finalement la dopamine elle arrive assez tard. Et à côté de ça, il y a une deuxième histoire, qui est une histoire qui est purement scientifique, qui est une histoire biochimique, qui est l'étude de composés chimiques qu'on appelle des monoamines. Alors il y en a beaucoup, il y en a que vous connaissez certainement. Il y a la dopamine, mais il y a aussi la noradrénaline, il y a aussi la sérotonine. Ces composés-là appartiennent à une famille chimique qui est commune. Et la découverte de la dopamine et son positionnement comme une substance qui a une importance
dans le fonctionnement cérébral, donc comme neurotransmetteur, et possiblement dans la maladie de Parkinson, ça ne vient pas des neurologues, ça vient des biochimistes. Et donc ça illustre, et c'est un point très important, les interactions qu'il doit y avoir entre la recherche fondamentale, parfois dans des champs qui paraissent très éloignés de la clinique, et la médecine clinique. Et la maladie de Parkinson, c'est un domaine dans lequel cette interaction-là, pour le développement de traitements efficaces, est particulièrement illustrative et particulièrement exemplaire. On va en parler pour la découverte des traitements dopaminergiques, mais on pourrait aussi en parler pour la neurostimulation. La neurostimulation, c'est aussi une autre histoire qui illustre cette complémentarité entre la recherche fondamentale et le développement des traitements. Voilà, donc il y a deux histoires qui convergent pour déboucher sur la compréhension des mécanismes et sur des traitements. Alors, je vais peut-être juste essayer de lever une petite partie de l'ambiguïté que vous n'avez certainement pas manqué de percevoir dans mon propos. Je vais parler de dopamine, mais jusqu'à un passé très récent, la substance chimique qu'on utilise pour traiter la maladie, ce n'est pas la dopamine, c'est la lévodopa. Et on verra qu'il existe un lien étroit entre ces deux substances. En fait, la lévodopa, elle est transformée dans l'organisme en dopamine, mais la substance active, celle qui fonctionne au niveau cérébral, celle qui sert à améliorer les symptômes, c'est bien la dopamine. En revanche, dans la plupart des cas, l'outil thérapeutique qu'on utilise, c'est la lévodopa, et j'y reviendrai. Alors, histoire de la maladie de Parkinson. Donc, on est au début du 19e siècle, en 1817, et donc en Angleterre, il y a un neurologue qui s'appelle James Parkinson, celui qui a donné son nom à la maladie, qui décrit à partir de 6 cas une maladie qui n'était pas connue, qui n'avait pas été décrite jusqu'à présent. Alors, je ne l'ai pas lu intégralement, mais j'ai lu, je vais être très honnête avec vous, mais j'ai lu des extraits assez conséquents de cet article. C'est des articles scientifiques à l'ancienne. Aujourd'hui, on est dans une recherche de concision et vous devez publier les résultats de vos recherches dans des formats qui font 4 à 5 pages dactylographie au maximum. Là, on est plutôt sur un livre quasiment qui raconte de manière extrêmement détaillée, avec une observation sur la durée, un petit peu comme si le neurologue avait vécu avec ses patients, l'histoire de la maladie de Parkinson, de 6 personnes. Donc à l'époque, il n'y avait pas de médicaments. Donc on a en fait l'ensemble de l'histoire, des stades de début vers des stades plus tardifs. Et ce qui est très, très intéressant, c'est qu'en fait, cette publication, elle illustre et elle met déjà en avant l'ensemble des caractéristiques de la maladie. Donc on insiste sur le caractère progressif et lentement progressif de la maladie. On décrit les signes cliniques, donc le tremblement de repos, et c'est pour ça qu'on parlait à ce moment-là de shaking palsy, paralysie agitante, à cause du tremblement. Et en parallèle du tremblement, James Parkinson décrit cette caractéristique très particulière de la motricité du Parkinson, qui est le ralentissement des gestes, donc ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom d'akinésie. Alors, il rate quelque chose, il rate notamment un aspect que vous connaissez bien aussi, qui est l'aspect de l'hypertonie, de la raideur de la maladie de Parkinson. Mais en revanche, quand on regarde cette publication, les symptômes non moteurs de la maladie, la perte de motivation notamment, certains symptômes psychiques sont parfaitement décrits. Donc on est déjà dans une description qui est une description très, très détaillée de la maladie. À cette époque-là, il n'y a aucune donnée sur ce qui se passe dans le cerveau des patients. On est uniquement sur une description qu'on peut appeler phénoménologique, sur une description très détaillée de la symptomatologie de la maladie de Parkinson, mais on n'a aucune hypothèse sur la localisation des lésions, sur les lésions à l'origine de la maladie, et on parle évidemment à ce moment-là absolument pas de dopamine. Donc on est en 1817, et la maladie finalement est décrite, mais reste un petit peu sous les radars. Et la personne qui va donner ses lettres de noblesse, si je peux m'exprimer ainsi, à la maladie de Parkinson, c'est Charcot. Donc en fait, la maladie de Parkinson doit beaucoup à Charcot. Alors pour plusieurs raisons. La première chose, c'est qu'il la redécrit. Il la redécrit et il la nomme. Donc en fait, Parkinson a publié son ouvrage sur cette paralysie agitante, cette shaking palsy. Le terme ne plaît pas beaucoup. Et d'une certaine manière, en redonnant
le nom et en nommant cette maladie, maladie de Parkinson, parce qu'il avait eu connaissance de la publication initiale, Charcot va donner véritable essor à la connaissance de la maladie de Parkinson. Ça, c'est son premier point. Le deuxième point, c'est qu'il a redécrit en détail et il met en évidence la symptomatologie qui n'était pas décrite par Parkinson, en l'occurrence la raideur. Et surtout, Charcot avait à cette époque-là une connaissance qui était une connaissance assez exhaustive de ce qu'on savait des maladies neurologiques à l'époque. Et il fait bien la différence entre la maladie de Parkinson et d'autres maladies qui pouvaient avoir des aspects qui étaient similaires. Je vous rappelle qu'à la fin du XIXe siècle, la neurologie ne bénéficie pas de l'IRM, les maladies sont mal connues, et il distingue bien la maladie de Parkinson, par exemple, de la sclérose en plaques. Voilà, ça peut paraître évident aujourd'hui, mais à l'époque, ça n'était pas tant que ça. Le fait de dire une entité clinique est bien une entité, et on peut commencer à travailler dessus, essayer de caractériser les lésions cérébrales qu'il va y avoir derrière, c'est un travail qui est très innovant. Et puis, c'est intéressant, il propose un traitement. Alors, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils thérapeutiques disponibles à cette époque-là, mais il propose à ses patients d'utiliser de la belladone. Alors, vous savez, la belladone, c'est un extrait végétal, et ça contient notamment une substance qui est de l'atropine, un anticholinergique. Et les anticholinergiques vont rester jusqu'à l'avènement de la lévodopa comme traitement de la maladie de Parkinson, le seul outil thérapeutique dont on disposait pour traiter les patients. Donc, alors même que la maladie de Parkinson s'appelle maladie de Parkinson, elle doit quand même beaucoup de choses à Charcot. Une fois qu'on a décrit l'entité, une fois qu'on l'a bien identifiée, une fois qu'on croit à sa réalité, on peut passer à l'étape suivante, qui est d'essayer de savoir ce qui se passe. Et donc, on l'a reconnue comme une maladie neurologique. Et si on la reconnaît comme une maladie neurologique, on va s'intéresser à ce qui se passe dans le cerveau de patients parkinsoniens. Et donc, au début du XXe siècle, il y a deux découvertes qui sont des découvertes importantes, mais on ne parle toujours pas de dopamine. J'insiste bien sur ce point-là. La première découverte, c'est en 1912, la mise en évidence dans le cerveau de patients parkinsoniens qui avaient été autopsiés. Alors, permet de dire que c'est les études qui sont réalisées post-mortem, c'est des études qui ont été absolument instrumentales et essentielles pour faire progresser les connaissances sur la maladie, sur des choses très fondamentales, mais aussi sur des mécanismes cellulaires qui conduisent à la mort neuronale. Et c'est aujourd'hui encore une voie de recherche et une modalité de recherche qui apporte énormément pour les connaissances de la maladie, parce qu'on est directement sur ce qui se passe dans le cerveau des patients. On n'est pas dans des modèles qui ont des avantages, mais qui malheureusement ne reproduisent pas de manière parfaite ce qu'on peut voir dans la maladie de Parkinson. Et donc en 1912, il y a un neuropathologiste. Les neuropathologistes, c'est les gens qui étudient les lésions dans le système nerveux, qui découvrent la lésion spécifique de la maladie de Parkinson, l'inclusion qui porte son nom, qui s'appelle le corps de Lévy, qui est présent dans les neurones qui souffrent de la maladie de Parkinson. Et quelques années après, un autre pathologiste qui s'appelle Tetriakov montre ce qu'on sait aujourd'hui tous, qui est que dans la maladie de Parkinson, les neurones qui dégénèrent, ce sont les neurones d'une région qui est située à la base du cerveau, dans la profondeur du cerveau, qu'on appelle la substance noire, le locus niger. Alors vous voyez ici la coupe d'une région de la profondeur du cerveau qu'on appelle le mésencéphale, et vous avez dans le mésencéphale une région pigmentée qui porte bien son nom, qui s'appelle substance noire ou locus niger. Elle est pigmentée parce que les neurones qui la composent contiennent de la neuromélanine, en fait. Et ça, c'est ce qui se passe chez un sujet normal. Et vous voyez que chez une personne qui a été atteinte de la maladie de Parkinson, la pigmentation du locus niger a disparu parce que les neurones mélanisés sont morts. À cette époque-là, on ne sait absolument rien du lien entre ces neurones et la dopamine. On sait simplement que cette région du cerveau, qui s'appelle le locus niger, dégénère dans la maladie de Parkinson. Voilà, donc là on est en 1919. Alors vous allez me dire, c'est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Il y a une phase qui est une phase de latence, et l'histoire s'emballe à partir des années 50. Et elle s'emballe en fait avec un personnage qui est un personnage extrêmement important pour l'identification du rôle de la dopamine comme neurotransmetteur et évidemment pour son implication dans la maladie de Parkinson, qui est un biochimiste suédois qui s'appelle Arvid Carlsson. On le verra, qui aura le prix Nobel en 2000 pour la découverte du rôle de la dopamine dans la maladie de Parkinson.
Alors, Arvid Carlsson, il va s'appuyer en fait sur un modèle qui a été découvert de la maladie de Parkinson, qui s'appuie en fait sur une plante qui s'appelle, alors il y a beaucoup de plantes dans la maladie de Parkinson, on va peut-être parler rapidement du Mucuna pruriens, qui s'appelle Rauvolfia, je suis désolé, je dois le lire, serpentina. C'est une plante qui était utilisée en médecine ayurvédique, et on savait qu'elle avait des propriétés qui permettaient de faire baisser la tension, de réguler le comportement, et dans les différents composés chimiques, et un certain nombre de propriétés thérapeutiques qui avaient été mises en évidence et qui étaient d'ailleurs d'usage traditionnel. Mais surtout, on identifie à partir de cette plante une substance qui s'appelle la réserpine. Et la réserpine, quand elle est donnée à des rongeurs, par exemple, elle va induire des symptômes qui s'apparentent à ceux de la maladie de Parkinson. Un ralentissement de la motricité, une diminution de l'activité de ces rongeurs. Et assez rapidement, on se rend compte que l'effet de la réserpine, c'est de diminuer, de dépléter le cerveau dans certaines substances biochimiques, et notamment dans ces substances biochimiques dont j'ai parlé au départ, qui sont les monoamines. Donc l'effet de la réserpine, c'est de diminuer le contenu cérébral en monoamine et par ce biais d'induire des manifestations qui sont des manifestations neurologiques qui s'apparentent à celles de la maladie de Parkinson. À cette époque, Carlsson, en fait, il ne se soucie pas du tout de la maladie de Parkinson, il se soucie surtout de montrer que la dopamine a un rôle dans le système nerveux. Et donc qu'est-ce qu'il va faire, Carlsson ? En fait, il va traiter ces rats qui ont développé des symptômes d'allure parkinsonienne avec de la dopamine en intracérébral directement. Et ce qui va montrer, en fait, c'est que la dopamine va améliorer la lenteur qui a été obtenue par le traitement des rats avec la réserpine. Et donc cette découverte, elle va conduire à plusieurs conclusions qui sont des conclusions importantes pour l'histoire qui nous intéresse. La première conclusion, c'est que si la dopamine positionnée dans le cerveau a un effet pharmacologique sur un certain nombre de symptômes, c'est que c'est un neurotransmetteur. Et la deuxième chose, c'est que potentiellement, dans un modèle animal, la dopamine peut corriger les symptômes parkinsoniens. Et à ce moment-là, donc, quand il fait cette découverte, il va se battre sur deux fronts. Il va se battre sur le front de la biochimie, en essayant de faire reconnaître le fait que sa découverte positionne la dopamine comme neurotransmetteur, et il va être assez méchamment douché par ses collègues biochimistes qui considèrent que cette substance n'a en réalité pas beaucoup d'intérêt, que c'est seulement un intermédiaire et qu'en fait ce n'est pas un neurotransmetteur. Il va falloir une dizaine d'années avant que sa découverte soit vraiment reconnue et validée. Et puis, il est en Suède, il y a des amis neurologues et des collègues neurologues. Il va voir ses collègues neurologues et il leur dit peut-être que je tiens quelque chose pour la maladie de Parkinson. Et en fait, aucun des collègues neurologues qu'il va contacter à l'époque ne va adhérer à sa découverte. Et cette histoire va rester lettre morte, en fait, dans vous savez, le bruit des informations scientifiques qui mettent parfois un certain temps avant de trouver leur véritable application. L'histoire s'emballe, donc on est en 1950 au moment où Carlsson commence ses travaux, et en 1960, un autre biochimiste, qui est un biochimiste autrichien, qui s'appelle Ole Ornikiewicz, qui a eu vent des travaux de Carlsson, qui a également eu vent d'autres travaux qui commençaient à montrer qu'il y avait peut-être de la dopamine dans le cerveau, va s'intéresser au dosage systématique de la dopamine dans les structures cérébrales de patients atteints de maladies neurologiques et notamment de patients atteints de la maladie de Parkinson. Et il va arriver à la découverte qui est la découverte absolument fondamentale, qui est que dans certaines structures cérébrales de cerveau de patients atteints de la maladie de Parkinson, on est toujours sur des études post-mortem, j'insiste bien sur l'importance de cette méthodologie de recherche-là. Il va montrer deux choses. Il va montrer qu'au sein de la substance noire, vous savez, cette région dont on avait montré que les neurones dégénéraient dans la maladie de Parkinson, le contenu en dopamine est diminué chez les patients parkinsoniens comparé à des sujets contrôle. Il va montrer également qu'au sein d'une autre structure cérébrale qu'on appelle le striatum, qui est en fait la cible de la projection des neurones dopaminergiques, le contenu cérébral est également diminué en dopamine. Et donc là, on voit bien comment est-ce qu'une fois qu'on a dit ça,
la volonté, la tentation de proposer la dopamine comme traitement des symptômes parkinsoniens devient très, 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 très forte. Alors, je mets juste ça de côté, mais comme ça sera clair. Il y a ensuite eu des travaux de recherche importants qui ont montré que la substance noire et le striatum étaient connectés par une voie anatomique qu'on appelle la voie dopaminergique nigrostriatale. Ça a été une conséquence des découvertes que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et donc là, on a une petite difficulté. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parlait de dopamine jusqu'à présent, et pourtant, la substance qu'on utilise pour traiter la maladie de Parkinson, c'est la lévodopa. Alors, la lévodopa, on la connaissait déjà. Elle avait été synthétisée dans les années 1910. On la connaissait aussi à travers des médecines traditionnelles qui utilisaient des haricots que vous connaissez certainement, dont un s'appelle Mucuna pruriens, qui sont naturellement riches en lévodopa. Et puis on s'est rendu compte en fait que dans les voies de synthèse de la dopamine, la lévodopa était un précurseur qui est un précurseur important. Pourquoi ? Parce que si on donne de la dopamine par voie orale ou qu'on injecte de la dopamine dans le compartiment sanguin, le cerveau est extrêmement bien protégé par une barrière qui finalement empêche le passage des composés toxiques. Le fonctionnement cérébral est très sensible à toutes les interférences, barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Et heureusement, la barrière hémato-encéphalique est imperméable à de très nombreuses substances, dont la dopamine. Et donc, problème, si j'injecte de la dopamine en périphérie, en fait, j'ai absolument pas de dopamine qui passe dans le cerveau. Donc, la dopamine ne peut pas être utilisée comme un outil thérapeutique de la maladie de Parkinson en périphérie. On verra que ce n'est pas tout à fait pareil si on passe directement en intracérébral. Donc, à partir de maintenant, on ne va plus parler de dopamine, on va parler de lévodopa. Et donc, l'artifice qui a été proposé, c'est d'utiliser non pas la dopamine, mais son précurseur, la lévodopa, qui passe dans le cerveau et qui est transformé par une enzyme qu'on appelle la dopa-décarboxylase en dopamine, qui va avoir l'effet thérapeutique. Et mon problème, c'est que la dopa-décarboxylase, elle existe dans le cerveau et elle est utile, mais elle existe aussi dans le compartiment sanguin. Et donc, si je donne de la lévodopa toute seule dans le compartiment sanguin, il y a une partie importante qui va être transformée en dopamine. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'on s'en fiche, mais pas tant que ça, parce que si une partie de la lévodopa est transformée en dopamine en périphérie, il y a moins de lévodopa qui va arriver dans le cerveau. Et donc, pour avoir l'effet thérapeutique, il faut augmenter la dose. Et puis, par ailleurs, la dopamine, elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, mais elle a plein d'effets indésirables périphériques. Elle fait varier la pression artérielle, elle donne des nausées, des vomissements. Et donc, on associe, et c'est pour cette raison d'ailleurs que les formes pharmaceutiques de la lévodopa le font systématiquement, à la lévodopa un inhibiteur de la dopa-décarboxylase qui reste en périphérie et qui permet à la lévodopa d'être biodisponible dans le cerveau. Donc ça, c'est une approche thérapeutique qui s'est développée entre 1960 et 1968-1969, puisque à partir de 1969, on voit apparaître la première publication qui va proposer la lévodopa comme un traitement efficace dans la maladie de Parkinson. Alors, je pourrais vous raconter des choses aussi assez amusantes sur cette question de lévodopa. Pourquoi est-ce qu'on dit lévodopa ? C'est un truc qui est à la mode, parce vous avez entendu parler là, des organismes miroirs qui pourraient détruire l'humanité. Vous avez eu ces... non, vous n'avez pas entendu parler de ces... voilà, il y a eu en fait... toutes les molécules existent dans l'organisme en deux formes, qui sont des formes miroirs l'une de l'autre. La forme, L, qu'on appelle lévogir, la forme D, qu'on appelle dextrogir. Et en fait, la forme qui est efficace pour traiter la maladie de Parkinson, c'est la forme lévogir, la lévodopa. Et les premières expérimentations pharmacologiques qui ont été faites, elles ont utilisé les deux formes mélangées, la lévodopa et la dextrodopa, la D-dopa. Et dans cette forme mélangée-là, en fait, l'efficacité thérapeutique n'est pas bonne et les effets indésirables sont très importants. Donc le génie de ce neurologue qui s'appelle Kotsias, qui travaillait aux États-Unis, à Harvard, a été de proposer comme traitement, non pas le mélange qui contenait les deux formes de la lévodopa, mais uniquement la forme lévogir. Alors c'est moche parce que mais ce n'est pas très important, c'était juste une photo qui représentait la publication initiale qui a montré l'efficacité de la lévodopa dans la maladie de Parkinson. On est en 1969. Il y a beaucoup de choses qui ont changé en médecine entre 1969 et maintenant, donc ça fait 55 ans.
Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que les résultats scientifiques marquants sont publiés dans des journaux scientifiques. Et le journal scientifique dans lequel on a publié ces résultats, qui a fait changer la pratique, c'est un journal qui s'appelle le New England Journal of Medicine, qui est encore le journal dans lequel on publie les découvertes avec un impact thérapeutique majeur. Donc les modalités de dissémination de la connaissance scientifique ne varient pas. Et cette publication, alors pour le coup, je l'ai relue intégralement pour préparer cette intervention, elle décrit absolument toute l'histoire de la lévodopa dans la maladie de Parkinson. Elle montre que la lévodopa est un traitement efficace de la maladie de Parkinson. Elle montre qu'elle améliore tous les symptômes de la maladie. Elle décrit les effets indésirables à court terme que vous connaissez bien, les effets indésirables psychiques, parfois la confusion, parfois les hallucinations, parfois l'agitation psychomotrice, les effets indésirables digestifs. Les patients sont suivis pendant plusieurs années dans cette publication. On voit apparaître, après quelques années de traitement, les fluctuations d'effets, et les dyskinésies et les mouvements involontaires. Et puis, Kotsias met en évidence aussi le fait qu'il faut des doses très importantes de lévodopa pour traiter les symptômes de la maladie. Et il met en évidence le fait que quand on associe la lévodopa à ce fameux inhibiteur de la dopa-décarboxylase, on peut réduire les doses efficaces en les divisant par 4 ou 5. Et donc cette publication est la base, vraiment, de l'utilisation de la lévodopa comme traitement de la maladie de Parkinson. Et globalement, c'est un usage qui va se faire entre 1970 et finalement les années 2000, avec l'arrivée de nouveaux médicaments que vous connaissez, qui sont les agonistes dopaminergiques. Alors, les industriels qui fabriquent les agonistes dopaminergiques, ils ont envie de positionner des nouveaux médicaments, mais ils sont en difficulté sur un point, c'est que la lévodopa est tellement efficace que comparer les agonistes dopaminergiques pour les mettre sur le marché en se donnant comme objectif d'être aussi efficace ou plus efficace que la lévodopa, c'est compliqué. Et comme la lévodopa induit des problèmes, notamment les dyskinésies, le choix qui va être fait, c'est plutôt de dire je vais mettre mon médicament sur le marché, non pas en montrant qu'il est plus efficace que la lévodopa, mais en montrant que ce médicament va induire plutôt moins d'effets indésirables. Et on arrive à ce moment-là dans les publications des années 2000 qui vont mettre sur le marché des agonistes dopaminergiques. Alors je vous montre un exemple, parce que c'est la première publication. C'est donc un essai, alors là on change de dimension, on est dans la pharmacologie moderne, on est dans les essais thérapeutiques randomisés, on tire au sort, contrôlé, on donne une molécule active et on contrôle. Et là on compare en l'occurrence 2 types de traitements chez des patients parkinsoniens en début d'évolution, soit un agoniste dopaminergique qui est le ropinirole, soit la lévodopa, peu importe le design de l'étude. Et ce que montre cette étude, c'est qu'après 5 ans de suivi, les patients qui ont été traités initialement par ropinirole vont avoir 20% de chances de développer des dyskinésies, alors que les patients qui ont été traités par lévodopa vont avoir 50% de chances de développer ces dyskinésies. Et donc là, on dit, attention, la lévodopa, c'est un médicament dangereux, parce que c'est un médicament qui, donné précocement et à des doses qui sont des doses parfois importantes, va induire des dyskinésies avec une probabilité qui est très importante. Alors, c'est une réalité, la dopa donne bien des dyskinésies, mais ça va aboutir à des conséquences qui ont été très dramatiques pour le positionnement de ce traitement dans l'arsenal thérapeutique de la maladie de Parkinson. La première chose, c'est que certes, les agonistes dopaminergiques protègent à moyen terme du risque de dyskinésie. Alors protègent relativement, on va le voir, mais en revanche, quand on compare l'efficacité motrice de la lévodopa et des agonistes dopaminergiques, la lévodopa fait toujours mieux que les agonistes dopaminergiques. Et donc, le fait de traiter les patients de manière exclusive avec des agonistes dopaminergiques, ça expose au risque de les sous-traiter. Donc, les sous-traiter, ça veut dire finalement leur proposer un état moteur qui va être un état moteur moins satisfaisant que celui qu'ils auraient obtenu sous lévodopa. Deuxième problème, les agonistes dopaminergiques, et notamment ceux qui ont été développés à la fin des années 90 et au début des années 2000, le ropinirole, le pramipexole, ont des effets indésirables psychiques, et notamment le développement de ces addictions comportementales. Et donc ce qu'on va voir à ce moment-là, du fait de la réduction drastique de la prescription de lévodopa qui fait peur, et de la prescription massive d'agonistes dopaminergiques, c'est des patients parkinsoniens qui certes n'ont pas de dyskinésie, mais qui vont
alors moins de dyskinésie, pas d'ailleurs, qui vont pas bien et qui en plus vont développer des troubles comportementaux avec des conséquences qui sont des conséquences souvent plus dramatiques que des dyskinésies pas très sévères. Et donc, l'effet collatéral, je peux l'illustrer ici, ça avait été décrit par des neurologues qui s'étaient intéressés à cette histoire-là en 2005, c'est en fait le développement d'une véritable phobie de la lévodopa. Donc l'idée que la lévodopa, c'est pire que la maladie. Et il a fallu assez longtemps pour revenir en arrière sur cette information-là qui a diffusé dans le grand public, chez les médecins qui ne connaissent pas bien la maladie de Parkinson, chez les pharmaciens, et donc qui a été renforcée comme ça pendant un certain temps. Alors, comment est-ce qu'on est revenu en arrière sur le sujet? On est revenu en arrière de plein de manières différentes. La première manière, c'est que il y avait aussi cette idée qui traînait un peu dans l'esprit des gens, qui était que traiter les malades par lévodopa, certes, ça posait des problèmes sur le contrôle des symptômes, ça pouvait induire ces dyskinésies, mais qu'en plus, la lévodopa avait un effet toxique sur les neurones dopaminergiques de la substance noire. L'idée, c'était qu'en prenant de la lévodopa, on accélérait finalement la progression de la maladie et la mort des neurones. Il y a une première publication qui date de 2011, qui est une publication qui est très intéressante parce qu'elle est très précise et très obsessionnelle, qui a essayé de regarder si, encore une fois, dans une étude post-mortem, si on s'intéressait au nombre de neurones dopaminergiques qui restaient chez des patients qui avaient vécu leur vie avec la maladie de Parkinson, qui étaient décédés, qui avaient accepté de participer à ce type de recherche, le nombre de neurones dopaminergiques résiduels restants était moins important chez les patients qui avaient pris des fortes doses de lévodopa par rapport à ceux qui n'avaient pas pris de lévodopa ou des doses faibles. Et donc la conclusion de cette étude, qui est très importante, elle est très claire. La lévodopa n'a aucun effet toxique sur les neurones dopaminergiques. Donc le fait de prendre de la lévodopa n'accélère pas la progression de la maladie. Donc donnée évidemment très importante. Deuxième donnée, on a dit que dans des études qui avaient été plutôt réalisées à l'instigation de l'industrie pharmaceutique, on avait positionné les agonistes dopaminergiques comme avantageuses par rapport à la lévodopa en s'intéressant aux effets indésirables. À partir des années 2010, on a pu faire des études qui étaient des études en vie réelle, en comparant non pas deux médicaments, mais deux stratégies thérapeutiques. Et ça a été la force des études qui ont été réalisées dans le système de santé anglais. Et donc, il y a un auteur qui s'appelle Stewart Clark, qui a réalisé une étude où il a comparé les stratégies dans lesquelles on commençait le traitement par de la lévodopa ou alors par un agoniste dopaminergique. Il a suivi les patients pendant une période longue, pendant une période de 7 ans. Et ce qui montre, en rouge, c'est les patients qui sont sous lévodopa, en bleu, c'est les patients qui ont commencé le traitement avec les agonistes dopaminergiques, que certes, il y a plus de dyskinésie sous lévodopa que sous agonistes dopaminergiques, mais ce qu'on voit en fait, c'est que la différence, elle est marginale. C'est une toute petite différence. C'est une fréquence de 3%, une différence de fréquence de 3% entre les deux groupes. Donc quelque chose qui est tout petit. Et puis, deuxième chose importante, encore une fois, la confirmation que les patients qui ont été traités par lévodopa sont, en termes de symptômes, mieux contrôlés que ceux qui ont été traités par agonistes dopaminergiques. Et c'est la même chose en termes de qualité de vie. Donc, on a cette idée de la supériorité sur le contrôle des symptômes et finalement, aussi l'information sur le fait que l'apparition de dyskinésie est plus importante sous lévodopa, certes, mais d'une manière marginale et qui n'impacte pas la qualité de vie. Et donc cet article-là, et d'autres qui vont dans le même sens, ont permis de represcrire à nouveau de la lévodopa en étant un peu plus décomplexé et en n'ayant pas l'impression qu'on était en train de faire du mal à nos patients. Ça ne veut pas dire qu'il faut la prescrire massivement et sans faire attention, ça veut dire que ce traitement reste la clé dans la maladie de Parkinson. Dernière étude, c'est plus récent, on est en 2019, c'était la question de savoir... Alors, on a vu en histologie que la lévodopa n'aggravait pas la mort des neurones dopaminergiques. La question, c'est est-ce qu'elle avait un impact sur la progression de la maladie. Et donc pour ça, on a réalisé également des essais randomisés, où cette fois-ci, on a comparé la lévodopa à un placebo chez des patients qui étaient en début de maladie, dans un design d'étude qui est compliqué, ce n'est pas très intéressant, mais la conclusion, et c'est ça qui est important de retenir, c'est que le fait de commencer tôt la lévodopa ne va pas avoir d'impact sur le cours évolutif de la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson n'évolue pas plus vite cliniquement si on commence le traitement par la lévodopa. Et puis par ailleurs,
Si on regarde des analyses un peu subtiles sur certains critères de la progression motrice, le fait de commencer le traitement avec de la lévodopa sans retarder trop l'instauration du traitement, ça se traduit plutôt par des symptômes moteurs qui, à moyen terme, vont être moins sévères et moins problématiques que si le traitement est différé. Alors bien évidemment, tout ça ne remet pas en question le fait que l'enjeu de découvrir, comme l'a dit Guillaume Brachet tout à l'heure, un traitement qui modifie le cours évolutif de la maladie de Parkinson est un enjeu majeur. C'est bien d'avoir des traitements symptomatiques, mais c'est essentiel aussi de pouvoir influer sur le cours évolutif de la maladie de Parkinson, parce que d'une certaine manière, si on a un traitement qui freine ou qui interrompt le cours de la maladie, eh ben on peut considérer qu'on va stabiliser les patients, peut-être avec des toutes petites doses de lévodopa, ou alors en réparant les neurones dopaminergiques. Donc ça, c'est l'histoire de la maladie de la lévodopa dans la maladie de Parkinson. Maintenant, cette lévodopa, elle a eu, au cours des 10 dernières années, un renouveau qui a permis d'en multiplier les formes galéniques et possiblement d'en multiplier et d'en décupler l'efficacité thérapeutique. Alors, ce qu'on a comme problème avec la lévodopa, vous le savez, c'est ça. C'est que c'est une molécule qui a une durée d'action qui est courte. Quand la maladie progresse et quand la durée d'action est courte, on va voir apparaître ces phénomènes qui vous embêtent au quotidien, des fluctuations des faits moteurs, et les dyskinésies. Et donc ces symptômes-là, ces problèmes-là qui font la limite du traitement sont la conséquence des propriétés pharmacologiques de la lévodopa, sa durée d'action courte, et puis le fait que ça a un effet qui est un effet pulsatile. Le système nerveux n'est pas fait pour recevoir une action pulsatile de la lévodopa et donc de la dopamine. Et donc quand le cerveau reçoit de la dopamine de manière pulsatile, le mode de réponse va changer. Et c'est cette pulsatilité qui explique notamment chez certains patients la survenue de dyskinésie. Et donc ce qu'on a comme enjeu, c'est de proposer aux patients des formes qui vont avoir un effet continu, stable de la lévodopa. Et donc pour parvenir à cet objectif, on a plusieurs stratégies. On a le fait de modifier la formulation galénique de la lévodopa en développant des vraies formes à libération prolongée. Et puis le fait d'utiliser des voies d'administration qui vont permettre de passer à une administration continue. Et donc là, on a beaucoup d'innovations qui sont arrivées sur le marché, qui sont disponibles. C'est des formes intradigestives ou sous-cutanées de la lévodopa. Et puis, des choses là qui se développent récemment, vous en avez tous entendu parler avec l'équipe de Lille, l'administration directement en intracérébral. Alors cette fois-ci, ce n'est pas de la lévodopa, c'est la dopamine directement, puisqu'on n'a pas le problème du passage de la barrière hémato-encéphalique. Voilà, donc je vais illustrer quelques exemples rapidement. Donc on a par exemple ici le développement d'une forme à libération prolongée, une vraie forme à libération prolongée de la lévodopa. Le nom de code de cette molécule, c'est IPX066. Certains en ont entendu parler sous le nom de Ritari, molécule qui est disponible aux États-Unis, qui va peut-être trouver une commercialisation en Europe. Et donc, c'est pareil, on est cette fois-ci avec un essai qui est un essai randomisé contrôlé. On compare la durée des périodes off sur un agenda patient chez des patients qui avaient la lévodopa dans une forme classique en 5 prises et la lévodopa dans sa forme à libération prolongée en 3 prises. Et ce qu'on voit, c'est que le fait d'avoir la lévodopa dans une forme à action prolongée en 3 prises en comparaison de la forme conventionnelle permet d'avoir un meilleur contrôle des symptômes moteurs, permet de diminuer la durée des périodes off dans la journée. Donc on a un effet qui est un effet vraiment à libération prolongée. Ce n'est pas le cas des formes à libération prolongée qui sont disponibles aujourd'hui en France. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête. Ce n'est pas des vraies libérations prolongées, c'est des fausses libérations prolongées. Donc, exemple d'avancée, disponible dans certains pays, j'espère disponible en Europe et en France prochainement. Deuxième manière de faire, essayer de réduire la pulsatilité en administrant la lévodopa en continu. Alors pendant longtemps, l'administration par voie parentérale, donc par voie sous-cutanée en l'occurrence de la lévodopa, s'est heurté à des obstacles de formulation parce que la lévodopa c'est toxique pour les tissus, c'est pas bien absorbé. Et donc ce qu'on a proposé, c'est d'administrer la lévodopa par voie intradigestive. Donc vous avez ici un exemple dans lequel vous avez des prises discontinues de lévodopa, ce que vous faites quand vous prenez le comprimé par voie orale. Vous avez la concentration plasmatique de lévodopa
et vous avez les scores moteurs. Et donc, de manière pas très surprenante, quand vous prenez la lévodopa par voie discontinue, la concentration plasmatique fluctue et le contrôle moteur des symptômes fluctue, pas complètement parallèlement, mais presque parallèlement aux fluctuations de la concentration plasmatique du traitement. Et donc, pour pallier ce problème des fluctuations et pour parvenir à une administration continue de lévodopa, la première proposition qui a été faite, c'est celle que vous connaissez peut-être, qui est d'administrer en continu par un système de jéjunostomie transgastrique un gel intestinal de lévodopa, c'est ce traitement qu'on appelle la duodopa. Et donc là, on a l'administration continue, on a la concentration plasmatique de lévodopa qui est stable, et on a un état moteur qui est un état moteur qui est stable. Donc la reformulation de la lévodopa sous cette forme de gel intestinal administré en continu a été, pour certains patients très sévères, un progrès majeur dans le contrôle des symptômes. C'est assez, je dirais, encombrant, c'est pas très pratique, mais en termes de contrôle des symptômes, c'est un traitement qui rend des services qui sont des services absolument incroyables. Autre avancée, l'utilisation, cette fois-ci, d'une formulation un peu modifiée de la lévodopa associée à la carbidopa, qu'on appelle la fausse lévodopa, fausse carbidopa. Qu'est-ce qu'on appelle une prodrogue? Une prodrogue, c'est quoi? C'est une substance qui va être dégradée en lévodopa, carbidopa. L'intérêt de cette formulation, c'est qu'elle permet d'une part d'augmenter la dose qu'on peut délivrer et d'autre part de passer à une voie sous-cutanée, parce que cette formulation-là, elle est tolérée au niveau sous-cutané. Et c'est ce composé-là, que vous connaissez peut-être sous le terme de Siova, c'est son nom commercial, qui a été mis sur le marché à l'automne 2024. Donc on est sur des traitements qui sont des traitements de développement récent. Alors, ce qu'on montre, c'est que le passage d'une administration orale discontinue à une administration continue sous-cutanée avec Siova permet d'avoir un contrôle et une stabilisation de la concentration de médicaments. Et en parallèle, ce qu'on montre dans les études, c'est que l'utilisation de ce traitement en comparaison d'un traitement oral discontinu permet de réduire significativement les fluctuations motrices. Donc on réduit la durée des périodes off dans la journée en comparaison du traitement oral et on augmente le temps on de bonne qualité en comparaison du traitement oral conventionnel. Alors on peut parler un petit peu de la tolérance de ce médicament. C'est un médicament qui a été associé à pas mal d'effets indésirables, notamment cutanés. Le produit n'est pas très bien toléré, mais peut l'être si on est assez précautionneux et qu'on applique les mêmes précautions qu'avec l'apomorphine, donc en changeant régulièrement le cathéter. Et puis il y a une question qui se pose sur la tolérance psychique de ce traitement. Est-ce que c'est aussi bien toléré que la lévodopa ou est-ce que ça induit plus fréquemment des phénomènes de confusion ou des phénomènes d'hallucination? Et puis, dernière avancée, c'est la proposition de l'équipe lilloise. La proposition de l'équipe lilloise, c'est de dire, OK, jusqu'à présent, on a administré la lévodopa en périphérie. On est passé par la bouche, on est passé par la voie sous-cutanée, mais si on fait ça, il faut un très grand nombre d'étapes pour que la lévodopa et donc la dopamine puissent être efficaces au niveau cérébral. Et donc, l'idée de cette équipe, ça a été d'injecter, alors cette fois-ci directement la dopamine, au sein de cavités liquidiennes cérébrales qu'on appelle les ventricules. Et globalement, quand la dopamine est administrée au niveau des ventricules, elle va diffuser à travers la paroi des ventricules vers les structures qui nous intéressent, et en l'occurrence vers le striatum. Alors là, on est sur une voie d'administration qui est plus complexe. Ça nécessite d'implanter une canule à demeure qui permet d'injecter le produit en continu dans les ventricules. Il faut ensuite implanter une pompe dans laquelle, un réservoir finalement, dans lequel on va venir positionner la solution de dopamine, qui est une dopamine un peu particulière, elle est protégée de l'oxydation. Et donc la pompe va délivrer la dopamine via un cathéter dans la canule qui est positionnée dans les ventricules, et le produit va pouvoir diffuser et éventuellement traiter les symptômes. Donc c'est une technique qui est une technique invasive. Il faut implanter la canule dans les ventricules, il faut implanter la pompe, et puis il faut régulièrement, parce que le réservoir n'a pas une capacité qui est une capacité infinie, il faut régulièrement
remplir le réservoir avec la solution de dopamine. Je crois que la fréquence du remplissage dans cette étude-là, c'était un remplissage tous les 10 ou 11 jours à peu près. Et puis ensuite, avec un système de radiofréquence, on va déterminer le débit de produit qui va permettre de soulager les symptômes. Alors, l'étude pilote qui a été menée à Lille, elle montre que d'abord, c'est une technique qui est faisable. On est capable de mettre en œuvre ce traitement sans complications majeures. Et par ailleurs, si on s'intéresse aux symptômes moteurs de la maladie, alors ce n'est pas très clair ici, mais le message est assez simple. C'est si on prend des patients qui ont des fluctuations motrices et des dyskinésies, qu'on compare les patients qui ont un traitement qui est un traitement oral à ceux qui ont ce système-là, et bien globalement, on va réduire les périodes off et les fluctuations, et on va aussi améliorer les dyskinésies. Donc c'est une petite étude qui a été faite sur quelques patients. C'est une preuve de concept, mais ça montre à quel point les voies d'administration de la dopamine sont un sujet qui est un sujet en réalité extrêmement innovant, alors même que la molécule est utilisée depuis plus de 55 ans en thérapeutique dans la maladie de Parkinson. Voilà, alors je me suis rendu compte en préparant, en réfléchissant à la manière dont j'allais présenter cette intervention, que j'avais oublié une manière de donner la lévodopa que vous connaissez très bien, qui est la forme naturelle de lévodopa, le mucuna pruriens, qui est ce haricot qui provient de la médecine traditionnelle, qui contient en effet de la lévodopa. Cette lévodopa n'est pas associée à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase, donc elle est certainement un peu moins efficace que la lévodopa pharmaceutique, mais peut-être que le fait qu'elle ne soit pas associée à un inhibiteur de la dopa-décarboxylase fait que son action est plus douce. Juste pour votre information, il y a des études qui ont été faites avec des conditions méthodologiques de qualité qui montrent que le mucuna pruriens a une action favorable dans la maladie de Parkinson. Donc ce n'est pas un non-traitement, ça peut être un véritable traitement de la maladie de Parkinson. La difficulté qu'on a, c'est comme il n'y a pas de forme pharmaceutique sur le marché, on est toujours en difficulté pour déterminer quelles peuvent être les bonnes doses qu'on va donner, notamment lorsque mucuna est associé à d'autres traitements anti-parkinsoniens. Voilà, et donc pour conclure, je pense qu'il faut quand même avoir en tête que même s'il y a plein d'autres voies de recherche qui sont essentielles et qui, j'espère, aboutiront à des résultats qui vont changer la face de l'évolution de la maladie de Parkinson, le traitement substitutif dopaminergique à base de lévodopa et peut-être de dopamine intracérébrale reste la pierre angulaire du traitement symptomatique de la maladie de Parkinson, parce que c'est le traitement le plus efficace et le mieux toléré. J'espère que je vous aurai montré que c'est tellement fort, cette importance de la dopamine dans la maladie de Parkinson, que les formulations de ce traitement sont sans cesse réinventées pour en améliorer l'efficacité et la tolérance. Et il reste quand même une chose qui est importante, c'est certes les modes d'administration exotiques. J'ai parlé de l'injection intracérébrale de dopamine, mais il y a également des thérapies géniques qui ont visé à augmenter la production de dopamine par le cerveau. Ça revient finalement à avoir une forme d'administration intracérébrale très très exotique de la dopamine. Est-ce que finalement les formes exotiques vont avoir une place, notamment quand on évalue l'efficacité par rapport aux risques qu'elles font courir, par rapport aux formes d'administration classiques, orales ou éventuellement sous-cutanées. Le positionnement de ces traitements innovants et, je dirais, la détermination précise de leurs bénéfices et de leurs inconvénients par rapport aux formulations plus classiques, ça va être l'enjeu de la recherche thérapeutique sur la lévodopa et la dopamine dans les années à venir. Voilà, je vous remercie de votre attention.